J'espère que vous allez bien, moi ça va. On est parti pour un épisode FAQ Paye ta carrière. Comme d'habitude, je vais répondre à vos questions. Aujourd'hui, je suis un petit peu à la bourre puisque j'ai oublié lundi avec le férié de vous faire l'épisode. Donc je me rattrape ce midi. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Coucou Olivier, coucou Simon, coucou tous ceux qui se connectent. On est là pour un épisode FAQ Paye ta carrière. Et donc je vais répondre aux questions que vous m'avez posées dans la boîte à questions. Donc, je vais répondre à 5 questions. Et par la suite, je répondrai également à 5 questions que vous allez me poser ici en direct. Donc, si vous avez des questions sur la paye ou la carrière professionnelle, n'hésitez pas à utiliser la petite boîte à questions avec un point d'interrogation et je les prendrai pour vous répondre. Coucou Sophie. Alors, sans plus attendre, on est parti parce que c'est un format assez court et après, je vous laisse aller déjeuner. La première question que j'ai reçue, donc c'est ma responsable part en congé maternité et je suis adjointe. Je ne sais pas si je dois renégocier. Et j'en ai eu une autre un petit peu dans le même genre de quelqu'un qui me disait que pareil, elle avait son collègue ou sa collègue je pense, qui était partie en congé maternité, qu'elle allait hériter de certaines de ses missions. Est-ce qu'elle devait renégocier ? Faut comprendre dans ces contextes-là qu'on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ça va dépendre beaucoup aussi de quel type de contrat de travail vous avez. Si par exemple vous êtes sur une base horaire, c'est-à-dire que vous faites 39 heures par semaine, théoriquement, si les missions qui vous sont confiées sont de l'ordre des missions qui peuvent vous être confiées en temps normal et que ça n'entraîne pas de surcharge de travail, c'est-à-dire que vous n'allez pas être amené à faire d'heures supplémentaires, je vois pas bien pourquoi votre employeur va vous payer en plus, dans le sens où c'est normal de faire des missions supplémentaires quand votre collègue est pas là. Après, si vous êtes en 39 heures par exemple, théoriquement, si votre collègue est pas là et qu'on vous rajoute ces missions et sachant que déjà vos 39 heures remplissent votre temps de travail, théoriquement, vous allez travailler plus. Et qui dit travailler plus, dit que vous allez faire des heures supplémentaires et ces heures supplémentaires vont être payées en heures supplémentaires. Donc, c'est surtout ça qu'il faut s'assurer de faire en sorte que votre employeur vous rémunère bien le temps de travail supplémentaire que vous allez faire en plus. Si par exemple, vous êtes plutôt au forfait jour et que vous avez un certain nombre d'objectifs que vous atteignez, et qu'à ce moment-là, le départ de votre collègue qui part va entraîner une surcharge de travail, une augmentation de vos objectifs, là, effectivement, il va falloir renégocier une rémunération. Par contre, ça va pas être une revalorisation forcément de votre salaire de base parce que votre collègue qui est parti en congé maternité va revenir un jour et votre employeur va pas vous augmenter définitivement puisque une augmentation de votre salaire de base va avoir lieu de manière définitive et votre employeur n'a aucun intérêt à accepter ça. Par contre, vous pouvez tout à fait négocier le versement d'une prime temporaire qui va venir compenser la surcharge de travail que vous allez avoir pendant ce temps. Voilà pour la réponse à la première question. Regardez votre typologie de contrat de travail. Est-ce que vous êtes plutôt horaire? Est-ce que vous êtes plutôt au forfait? Si vous êtes au forfait, effectivement, si on augmente la charge de travail du forfait, on renégocie le salaire qui est en face de ce forfait. Par contre, si vous êtes à l'heure, assurez-vous de faire vos heures supplémentaires. Mais si vous voulez pas changer vos horaires et que vous prenez des missions en plus, ça suppose que jusqu'à présent le travail qu'on vous donnait ne permettait pas à l'employeur de rentabiliser le salaire qu'il vous versait pour les heures que vous faisiez. Donc voilà pour la question numéro 1. On passe à la question numéro 2. Donc 3 mois après la fin de mon CDD, je reçois un bulletin avec une prime d'intéressement. Est-ce que je dois ou pas la déclarer aux impôts? J'ai vu passer là que bientôt, je crois que c'est le 11 avril que commence l'ouverture des déclarations. Donc j'espère que vous êtes prêts à déclarer vos impôts. Donc c'est une question d'actualité, comme on dit. Donc si t'as déjà quitté la société et que tu reçois le versement immédiatement de ta prime d'intéressement, elle va être soumise à impôt et tu dois la déclarer dans ta déclaration d'impôt, mais de l'année prochaine. Parce que là, on est en 2024 et on va déclarer les revenus de l'année 2023. Donc, si ta prime d'intéressement ne t'a été versée qu'en 2024, ce sera en avril 2025 quand on va déclarer les impôts de 2024 que tu déclareras cette prime d'intéressement. Après, attention pour tout ce qui est prime d'intéressement et de participation, si ces sommes-là sont des sommes qu'on dit bloquées sur vos plans épargne entreprise, etc., et que parce que vous quittez l'entreprise, vous débloquez de manière anticipée votre prime d'intéressement ou de participation
au motif de la fin de contrat, c'est un déblocage anticipé qui fait partie des quelques autorisations que vous pouvez avoir et c'est pas soumis à impôt. Par contre, si c'est versé immédiatement et que c'est pas bloqué dans le PE ou que ça n'a pas fait 5 ans sur le PE, là, vous allez devoir payer des impôts et le déclarer dans la déclaration de revenus. Voilà pour la question numéro 2. On passe à la question numéro 3. J'ai une question qui dit: les cotisations de retraite sont-ils le montant réel cumulé de la future pension de retraite que je toucherai? C'est une bonne question et la réponse courte c'est non, ce n'est pas exactement le montant cumulé de ce que vous recevez, tout simplement parce qu'il y a déjà plusieurs composantes dans la pension de retraite que vous allez avoir. Vous avez le régime général de la sécurité sociale et vous avez le régime complémentaire de l'Agirc Arrco qui constitue votre pension de retraite complémentaire. Dans le régime général, ils font tout un calcul et toute une tambouille en se basant sur vos 25 meilleures années de salaire et ils vont recalculer par rapport au temps que vous avez cotisé et au trimestre que vous avez cumulé. Pour la retraite complémentaire Agirc Arrco, on reprend bien les montants de cotisation que vous avez cotisés sur vos bulletins de paye. Par contre, ça vous permet de cumuler des points. Et ces points, ensuite, ils vont être multipliés par la valeur du point au moment où vous allez liquider votre retraite. Et cette valeur du point, on n'a aucun contrôle, nous, dessus directement. Et donc, ça peut augmenter, ça peut baisser. Et donc, non, il n'y a pas de lien de corrélation directe entre j'ai 100 € là qui viennent faire une petite cagnotte directement et qui vont constituer le montant des pensions de retraite que je vais recevoir. Le point positif, c'est qu'on ne sait pas combien de temps vous allez vivre après avoir liquidé votre retraite et donc il n'y a pas de notion d'épuisement. Vous allez avoir jusqu'à la fin de votre vie droit à votre retraite. Par contre, effectivement, la valeur peut fluctuer en fonction des politiques, etc. Par rapport à ça. Donc ça, c'est pour la retraite. On passe à la question numéro 4. Mon boss ne me... Alors, j'arrive plus à me relire. Ah oui, ne me paye plus les transports en commun depuis plus de 6 mois. Donc ça, c'est quelqu'un, coucou Manoumada, qui nous dit que donc son patron ne lui verse plus le remboursement, j'imagine, de ses transports en commun depuis plus de 6 mois. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour ça? Alors, en fait, il faut vraiment comprendre que tout ce qui concerne des problèmes en paiement de votre salaire, de l'argent que votre employeur vous doit, il y a une espèce d'escalade logique que vous pouvez faire pour faire valoir vos droits. La première chose, ça va être de tenter une résolution amiable de la situation. Moi, je vous dis toujours de passer par écrit. Faites des mails, envoyez même des fois des SMS sur vos groupes WhatsApp, là, si vous êtes sur ces fameux groupes que je ne vous conseille pas de rejoindre par ailleurs. En tout cas, pas avec vos téléphones personnels. En tout cas, gardez trace des éléments où vous réclamez le remboursement de vos transports. Avant, bien sûr, de faire une réclamation, assurez-vous que vous, de votre côté, vous avez bien fourni tous les éléments nécessaires afin que votre employeur puisse vous rembourser dans les bonnes conditions. Là, on parle de remboursement de transport en commun. Est-ce que tu as bien donné tous les justificatifs de transport en commun que tu as? Bon, c'est un peu l'évidence, mais je le précise, on ne sait jamais. Si ça marche pas, on va passer une étape au-dessus, où là, on va vraiment faire un courrier officiel, courrier recommandé avec accusé de réception, mettant en demeure l'employeur de nous payer en fait les sommes qu'on nous doit et ne pas hésiter aussi à rappeler et malgré les relances de telle et telle date, je n'ai pas réussi à avoir gain de cause. Et enfin, l'étape au-dessus, ça va être de faire appel à des personnes qui vont pouvoir vous accompagner pour faire valoir vos droits. Si vous avez une assurance protection juridique et que vous pouvez faire appel à un avocat, par exemple, ou des choses comme ça, n'hésitez pas à les contacter. Ça vous permettra de financer le coût de l'avocat, etc. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi faire appel au service de renseignement au droit du travail, à l'inspection du travail, en fait, qui va pouvoir aussi peut-être mettre un petit coup de collier et vous aider un petit peu à faire valoir vos droits dans la solution. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas le budget de faire appel à un avocat, vous rapprocher des permanences juridiques gratuites d'avocats. Vous pouvez retrouver un petit peu dans toutes les villes pour être conseillé, mais vraiment pour avoir une démarche et faire valoir vos droits, il va falloir passer par la case justice. C'est un peu comme si votre voisin il vous doit de l'argent et qu'il veut plus vous rembourser, à un moment donné on est obligé d'aller face à un tribunal pour lui faire cracher l'argent qu'il nous doit. On passe à la 5e et dernière question que j'ai sélectionnée.
Il y a quelqu'un qui me demande, est-ce que passer cadre, mais tout en restant toujours avec les mêmes horaires imposés, c'est vraiment intéressant de nos jours, vu l'état en plus de la retraite en France? Ce qui est important, coucou Menthe Pilée. Alors, il n'y a pas de sujet particulier. Aujourd'hui, c'est une FAQ Paye ta carrière. Et en fait, je réponds aux questions, à la boîte à questions, donc à certaines questions que vous m'avez posées en story. Et vous pouvez également poser des questions supplémentaires si vous en avez sur la paye et la carrière professionnelle. Et j'en sélectionne quelques-unes en direct aussi pour vous y répondre. Donc je disais, est-ce que ça vaut le coup de passer cadre aujourd'hui alors qu'on c'est un contrat où on aura toujours des horaires imposés, par exemple 35 heures, 39 heures, etc. Et du coup, est-ce que c'est intéressant vu l'état de la retraite en France? Ce qu'il faut comprendre vraiment, c'est que par rapport à la retraite, le statut cadre, c'est pas que la retraite. Je sais que souvent les gens vous disent oui, c'est intéressant le statut cadre par rapport à la retraite. Déjà depuis 2019, c'est plus du tout vrai dans le sens où ce qui va primer pour faire en sorte que vous ayez une meilleure pension retraite, c'est le fait d'avoir le meilleur salaire possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un non-cadre qui va avoir un meilleur salaire qu'un cadre va mieux cotiser pour sa retraite qu'un cadre. Donc ça, c'est sur le cas général. Bien sûr, en fonction de votre convention collective, en fonction des accords d'entreprise qui ont pu être signés par votre entreprise, il peut y avoir des retraites supplémentaires, des contrats particuliers qui sont réservés uniquement aux cadres et auxquels les non-cadres n'ont pas accès et qui permettraient de rajouter encore du beurre dans les épinards au moment de la retraite parce que c'est des cotisations supplémentaires qui peuvent être cotisées que par l'employeur ou par l'employeur et le salarié. L'autre point qu'il faut noter avec le statut cadre, c'est que ça ouvre d'autres champs de possibles qui sont pas uniquement liés à la retraite, notamment tout ce qui va toucher au maintien de salaire quand vous êtes en maladie, etc. On peut très bien conditionner certaines primes au fait d'avoir le statut cadre, pas le statut cadre. Donc, pour savoir si c'est vraiment intéressant ou pas d'accepter le statut cadre, il faut voir votre convention collective, vos accords d'entreprise et voir quels sont les avantages auxquels, dans votre contexte particulier, les cadres ont le droit et auxquels les non-cadres n'ont pas le droit. Après, ma question, ce serait donc de savoir quel serait l'inconvénient à accepter le statut cadre en fait, et là faudrait aussi voir parce que par exemple on peut très bien décréter que les cadres vont avoir un bonus annuel mais en contrepartie par exemple il peut y arriver que les primes d'ancienneté soient réservées aux salariés non cadres et on va considérer que certaines rémunérations aussi dans les grilles de salaire on va avoir des grilles de salaire plus avantageuses pour les cadres que le non cadre. On peut aussi avoir quand vous allez avoir des licenciements, des ruptures conventionnelles, etc., des calculs d'indemnité qui sont plus avantageux quand on a le statut cadre que quand on n'a pas le statut non cadre. Mais tout ça, c'est comme je vous dis, de l'hypothétique. Ça dépend vraiment de votre secteur d'activité, votre convention collective et des accords d'entreprise qui ont été signés. De manière générale, c'est quand même généralement plus avantageux d'être cadre dans le secteur professionnel. Voilà pour cette 5e et dernière question. Je vais prendre les questions que vous avez posées en direct maintenant. Alors, attention. Je vais montrer qui sonne. C'est pas grave. Attention. Alors, Menthe Pilée, c'était quoi la question 4 et la réponse? Alors, de toute façon, il y a le replay. Donc, pour pas, en fait, charger la vidéo, je te laisserai regarder. En général, le replay dure 15-20 minutes. Donc, n'hésite pas à regarder le replay. Et ensuite, après coup, je les mets aussi à disposition sur YouTube. Donc, avec un petit sommaire, ce sera plus facile pour vous de récupérer les questions. Mais je repartage dans la foulée la vidéo. Est-ce que vous avez des questions avant que j'arrête le live pour aujourd'hui? Non, pas de questions supplémentaires. Ok, ça marche. Je vois pas de questions supplémentaires. Du coup, je vais attendre peut-être encore quelques secondes. Parce que des fois, le temps que vous tapiez. Sinon, je vous propose qu'on se retrouve lundi prochain. Lundi prochain, le live, il sera sur TikTok et pas sur Instagram. Mais de toute façon, le replay, comme je vous dis, ils sont repartagés sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve en live très bientôt. Fatimouche qui dit le cadre légal c'est transport et tickets restaurant, c'est tout. Non, le cadre légal c'est en fait le code du travail, ça concerne en fait tout ce qui va toucher aux règles qui régissent les relations que vous allez avoir avec votre employeur. Et après, au-dessus de ces règles qui sont dans le code du travail, etc., vous allez pouvoir avoir aussi
tout ce qui va être les conventions collectives qui vont venir mettre des règles particulières supplémentaires qui peuvent s'appliquer à vous. Et au-dessus encore, vous pouvez avoir les accords d'entreprise où votre entreprise va définir des conditions particulières. Et ça peut toucher tous les domaines. C'est-à-dire que, exemple typique, sur le remboursement de transport, la loi, elle dit au minimum, il faut rembourser 50% du transport. La convention collective, elle peut dire au minimum, c'est 60%. Et votre entreprise, elle peut décider que nous, on remboursera 80%. Donc, tant que c'est plus avantageux que le légal, on peut appliquer des conditions plus favorables. Ça marche. Merci Sky Not The Limit. La chaîne YouTube, c'est Check Ta Pay, comme ça se prononce, sauf qu'il n'y a pas le petit point là entre les deux sur Instagram. Et là, j'ai une question. J'ai une question de H qui dit « Bonjour, est-ce que les alternants ont le droit à l'augmentation générale AG ?» Alors, théoriquement, les alternants sont des salariés comme les autres. Après, ils peuvent donc avoir le droit à l'augmentation générale. Après, ça dépend des conditions qui ont été mises en place par l'employeur pour le calcul des augmentations générales, parce que peut-être qu'ils ont une grille particulière pour les alternants et auxquels ils les ont pas fait appliquer, mais vous pouvez tout à fait le négocier ou en tout cas réclamer une augmentation. Rien ne vous empêche de négocier votre salaire quand vous êtes alternant dans une entreprise. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, s'il y a des augmentations générales, quand même, à vous rapprocher aussi des syndicats, parce que c'est souvent eux qui les négocient avec les patrons. Donc, à voir, si vous êtes alternant et que vous voyez que vous n'avez pas été pris en compte, à dire, nous aussi, on veut une augmentation, ou en tout cas, être intégré dans la négociation qui aura été faite par les syndicats et les représentants du personnel et l'employeur. Voilà pour ce FAQ Paye ta carrière. Je vous souhaite une très belle après-midi, puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao.